Alors, tout d'abord, je tiens à remercier, comme mes prédécesseurs, les organisateurs de ce colloque, donc Dominique Charpin et Antoine Jacquet, pour leur invitation. C'est pas une chose anodine de parler au Collège de France, notamment quand on est encore en train de rédiger sa thèse. Alors, merci à eux. Alors, ma communication commence en janvier 2021, pas moins 2021, alors que nous sortions à peine de plusieurs mois de confinement et que je venais tout juste d'entamer ma thèse en histoire du droit à l'Université Paris-Panthéon-Assas. J'avais pris l'habitude de suivre chaque semaine le cours en ligne du professeur Dominique Charpin. Cette année-là, il consacrait son enseignement à un vaste sujet intitulé « Éléments pour une histoire de l'assyriologie ». Alors, pandémie oblige, les séances se déroulaient dans un amphithéâtre réduit, tandis que pour ma part, je suivais les cours depuis ma petite province. Dès la première séance consacrée à la naissance de l'assyriologie, Dominique Charpin évoqua la figure d'un personnage singulier, suscitant immédiatement ma curiosité. J'espère que vous l'entendrez bien. L'un des meilleurs guides en la matière est Joachim Menand, dans son ouvrage sur les écritures cunéiformes de 1860, réédité en 1864. Nous aurons l'occasion de rencontrer ce magistrat qui joua aux côtés d'Oppert un rôle non négligeable dans la consolidation du déchiffrement. Je n'ai pas réussi à retrouver son portrait, et si jamais quelqu'un pouvait m'en indiquer un, j'en serais très reconnaissant. Alors, Dominique Charpin tint promesse. Puisque travaillant moi-même sur les figures du juge en Mésopotamie, j'ai été interloquée par la mention d'un juge du XIXe siècle qui avait joué un rôle important dans la consolidation du cunéiforme, comme une mise en abîme de mon sujet de thèse. Alors, poussée par la curiosité, je me suis lancée à la recherche d'un portrait de ce juge, et puis après quelques recherches, j'ai finalement retrouvé son image dans une bibliothèque numérique du Muséum national d'histoire naturelle. Alors pourquoi le muséum ? Eh bien, ce portrait a été dédicacé par Joachim Menand à l'adresse d'Edmond Perrier, qui était zoologiste et anatomiste au muséum. Donc ça indique une forme d'amitié ou de collaboration intellectuelle entre les deux hommes. Donc j'ai transmis cette photo à Dominique Charpin, et depuis, nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises au sujet de ce juriste devenu assyriologue, pas sur le tard, mais devenu assyriologue. Joachim Menand naquit à Cherbourg le 16 avril 1820. Après des études secondaires dans sa ville natale, il poursuivit un cursus de droit à la faculté de Caen. Études qu'il mena, selon son ami le duc de la Trémoïlle, sans enthousiasme. L'enthousiasme était pour la philosophie. Alors, Menand débuta sa carrière comme avocat avant d'entrer dans la magistrature. Je ne vais pas vous faire tout son CV, vous l'avez sur la diapositive. La chose que vous devez retenir de cette diapositive, c'est qu'il sera magistrat toute sa vie, en tout cas jusqu'à sa retraite en 1890, et qu'il resta en Normandie aussi jusqu'à sa retraite, jusqu'en 1890. Sa disparition suscita une vive émotion dans le monde de l'assyriologie, et de nombreuses personnalités, telles qu'Ernest de Sarzec, Léon Euzé, Gaston Maspero, Archibald Sayce ou encore le père Scheil, adressèrent à sa fille Delphine et à sa veuve Léonie Menand des lettres empreintes d'une grande émotion, mais aussi d'une forte admiration. Vous verrez, je n'ai pas cité Jules Aubert dans la liste. Pourquoi le décès d'un magistrat normand a-t-il provoqué de telles réactions dans la communauté scientifique ? Eh bien, permettez-moi de vous raconter aujourd'hui l'histoire singulière de Joachim Menand, ce magistrat devenu assyriologue aux côtés de Jules Aubert. Alors, comme je suis juriste et que ma directrice de thèse préside ces communications, je vous présente un plan, c'est la première fois aujourd'hui, en deux parties, le seul plan qui vaille. La première partie détaillera la vie, les travaux et l'enseignement de Joachim Menand, et la seconde partie s'attardera sur la relation fructueuse, houleuse, entre Menand et Aubert. Passionné d'histoire et de philosophie, Joachim Menand débuta son parcours en s'intéressant à l'archéologie locale et à la vie intellectuelle normande. Il va collaborer notamment à la revue archéologique du département de la Manche, ainsi qu'au journal des savants de Normandie. Il commence par quelques publications en droit, 2 contre 60 sur le Proche-Orient ancien, et il se tourna ensuite très rapidement vers l'assyriologie, discipline qui allait devenir sa véritable vocation.
Alors, parallèlement à ses études, maintenant, il fait plein de choses, il est intéressé par plein de choses. Il est passionné par la chimie, il fera quelques écrits sur l'électricité avec son ami Théodose Dumoncel, et il a une passion pour le dessin. Il est élève au musée de Cherbourg, et il trouve dans la représentation du vieux Cherbourg un sujet de prédilection, qui changera bientôt, vous verrez. Et comme en témoignent plusieurs de ses œuvres qui sont aujourd'hui précieusement conservées à l'Institut de France. Alors, au début de ses études de droit, Menon fit une rencontre déterminante, celle du professeur de philosophie à la faculté de lettres de Caen, Antoine Charmat, qui devint son maître à penser. C'est à Charmat qu'il doit sa première initiation au système philosophique de l'Inde, de la Chine, qui était la spécialité de ce dernier, mais surtout de l'Égypte et la Perse. Toujours son ami, le duc de la Trémoïlle, dans sa notice biographique, dit que Menon s'est pris d'un beau zèle, non pour la Chine, comme l'aurait souhaité son maître, mais pour Zoroastre et la Perse. Alors cet engouement donna naissance à une première publication sur le sujet, Zoroastre, essai sur la philosophie religieuse de la Perse, paru en 1843, et qui était tiré des leçons professées par Antoine Charmat. Joachim Menon avait alors 23 ans, et il était déjà en marche vers les études assyriennes. À la suite de cette première publication, Menon séjourna quelques mois à Paris, où il fréquenta les cercles savants et artistiques de la capitale. Antoine Charmat l'encouragea à suivre les cours de Jules Michelet au Collège de France, la chaire d'histoire du Collège de France. Et Joachim Menon fera plus que ça, puisqu'il va devenir un ami très proche de Jules Michelet. La rumeur raconte, quand je dis la rumeur, je parle de la fille de Menon, qui a écrit une très longue biographie sur son père, qu'à cette période, Menon hésitait à reprendre ses études de droit pour se concentrer entièrement sur l'assyriologie. Or, à cette même période, eh bien, il célèbre son second mariage, sa première épouse étant décédée prématurément, avec Léonie Lefebvre, qui l'introduit dans un milieu de haute magistrature. La conséquence de ce mariage l'amène à poursuivre l'étude du droit et à embrasser définitivement une carrière d'avocat et puis de magistrat. Toutefois, ces hautes fonctions, comme vous allez le voir, n'entravèrent jamais son engagement scientifique, qu'il poursuivit avec une constance remarquable, comme le souligne encore une fois le duc de la Trémoïlle, l'Antique Orient l'attirait. Or voici que les plus vieux et les plus grands peuples de ce pays semblaient se réveiller d'un long sommeil pour entrer avec nous en contact. Menon ne pouvait rester simple spectateur de cette renaissance. Il avait le goût du réel et du solide. Il se faisait une idée vive du bonheur d'un savant quand par ses efforts une écriture jusque-là muette et sans vie se ranime, parle et fait entendre la voix d'un monde anéanti, de peuples ensevelis si avant dans la poussière des siècles. Alors, durant ce séjour, Menon écrit régulièrement à Charmat, il est vraiment très excité par sa vie parisienne, et il lui dit « Quel triomphe pour la science quand un jour le génie de l'homme a échauffé ses signes muets et a ressuscité une civilisation éteinte. Que s'est-il passé à ce moment suprême dans l'âme de Champollion ? Sans doute quelque chose de sublime et d'unique. Je me sens troublée et émue rien que d'y penser. » Alors, ce sont les découvertes de Botta. Encore une fois, c'est Delphine Menon qui raconte cette anecdote. Ce sont les découvertes de Botta et les premiers déchiffrements de l'écriture assyrienne qui frappèrent la curiosité de Menon et l'attirèrent vers cette discipline qui allait bientôt l'absorber tout entier. Pourtant, il débuta par une fausse piste, ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans des papiers privés. Je suivais une fausse voie, et comme il arrive en pareilles circonstances, plus on s'enfonce dans l'erreur, plus on s'obstine. Aussi, la fatigue ne tarda-t-elle pas à survenir, et je fus contraint d'abandonner mon métier de lexicographe. Ma santé en fut altérée. Alors, ne vous inquiétez pas, la pause fut très courte, puisqu'il revint rapidement à l'épigraphie et à la lexicographie, aidé par les travaux de Félicien de Saussy et Edward Hinks. Menon dépouille les noms propres en cédant des valeurs reconnues et acquises, et il publie sa première publication en rapport avec l'écriture cunéiforme, Notice sur les inscriptions en caractère cunéiforme de la collection épigraphique de Monsieur Lautin de Laval. Puis, les 3 années qui suivirent, tenez-vous bien, il publia pas moins de 5 ouvrages, Inscriptions assyriennes des briques de Babylone, Observations sur les polyphones assyriens, les écritures cunéiformes, Principes élémentaires de la lecture des textes assyriens et les noms propres assyriens. Ce dernier ouvrage, Menon en fit cadeau à Félicien de Saussy, qu'il tenait heureux responsable de son retour aux études philologiques. Alors, ces publications, dont les écritures cunéiformes, contribuèrent à démocratiser l'accès aux découvertes assyriennes et à vulgariser les avancées de cette discipline auprès d'un public plus large. Au départ, vraiment, Menon, c'est quelqu'un qui lit les travaux d'Aupert et compagnie et qui les vulgarise dans ses propres publications. Il intègre des commentaires historiques, mais surtout de précieux commentaires juridiques pour enrichir leur interprétation.
Au printemps 1863, grâce à la recommandation d'Oppert, dont vous voyez la lettre, et je remercie Dominique Charpin de m'avoir fait part de cette lettre, parce que je n'aurais pas pu y avoir accès. Oppert recommande son ami Menand auprès de Birch, et il souligne la renommée de son ami et les qualités de son travaux. Menand se rend au British Museum pour collationner les listes d'éponymes étudiées par Oppert et Rawlinson, mais ce dernier empêche le conservateur des antiquités assyriennes de lui communiquer les tablettes. La fille de Joachim Menand, Delphine, qui suivit également elle-même une carrière dans l'étude des civilisations orientales, dira de son père « Il y avait un réel courage à affronter une carrière qui promettait peu de satisfaction en dehors de l'approbation d'un petit nombre limité. » Alors elle dit aussi qu'il y avait beaucoup de méfiance quant aux travaux de son père au départ, puis peu à peu, les réactions positives se mirent à abonder, notamment celle de Jules Michelet, souvenez-vous, chaire d'histoire au Collège de France, qui écrit à Menand en 1860 « J'admire comment, loin de tout secours, vous poursuivez vos fortes et profondes études. Cela est rare et grand. Je tâcherai de vous suivre et de vous étudier. » C'est d'ailleurs en réaction à son ouvrage « Observations sur les polyphones assyriens » qu'on trouve un des premiers courriers d'Oppert adressés à Menand, mais il y en a probablement d'autres, hein, ils se connaissaient déjà. Vous voyez, il dit que vous avez le mérite d'avoir fait accepter le premier, sans contestation, le principe de polyphonie. Et maintenant, cette citation me fait beaucoup rire, puisqu'on a entendu Madame Lyon montrer une autre citation d'Oppert qui dit que Menand n'a jamais rien fait accepter, pas une lettre, pas un mot. Donc, vous voyez, cette duplicité. Nous en reparlerons. En 1863, les thèses de Menand exposées dans son mémoire « Les principes élémentaires de la lecture des textes assyriens » fut admise par l'Académie dans le recueil spécial des mémoires consacrés aux savants étrangers. Alors il faut savoir que Menand ne fut pas de ceux qui fouillèrent le sol oriental. Il ne connut l'Orient qu'à travers les récits des explorateurs et les collections des musées, en particulier celui de Londres. Il n'était pas rancunier, où il fit de fréquents séjours. Il faillit pourtant partir pour l'Égypte avec son ami Théodose du Moncel, et il dit « Mais ma mère objecta ma jeunesse, son isolement, et je restai. J'ai souvent regretté ce que je n'hésite pas à qualifier de lacune, mais à 20 ans, l'Égypte m'eût fait égyptologue, la Grèce archéologue passionné, si bien que, peut-être, les choses se sont arrangées pour le mieux. » J'aime beaucoup cette philosophie, permettez. Après avoir fait campagne auprès du ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, qui était son ami, et du garde des Sceaux, Pierre-Jules Baroche, parce qu'il doit justifier le fait qu'il cumule son travail, sa fonction de magistrat avec un cours à la Sorbonne, eh bien Joachim Menand obtint l'autorisation en 1868 de dispenser un cours libre d'épigraphie assyrienne à la Sorbonne. Alors Menand revendique avoir été le premier en France à donner un enseignement d'assyriologie à l'université, mais comme le précise Dominique Charpin dans son ouvrage « En quête de Ninive », c'est vrai, mais il faut également rappeler que les cours d'Oppert de philologie et archéologie assyrienne au Collège de France ont également commencé en 1969. Je tiens toutefois à préciser que dans son rapport au ministre de l'Instruction publique, Menand écrit « Monsieur Oppert, depuis 3 ans, hésitait à prendre la parole et mon exemple seul a pu le décider. » Je vous laisse apprécier ce courrier. Alors, malgré le succès rencontré par son enseignement... Attendez, est-ce que je peux revenir précédemment? Alors, le succès rencontré, vous avez la liste de présence au cours d'épigraphie assyrienne de Joachim Menand. Vous comptez, il y a bien 41 personnes. Donc, son enseignement avait vraiment un succès. Et malgré le succès de cet enseignement, le cours de Menand ne fut pas reconduit. Le ministre de l'Instruction publique invoque des raisons économiques, soulignant notamment le fait que Menand réside toujours au Havre et que cela entraîne des frais de déplacement importants. Cependant, dans une lettre de Menand, il apparaît que les salles de cours rue Gerson faisaient l'objet de convoitises et qu'un groupe de professeurs aurait œuvré contre Menand afin de l'évincer du programme des cours libres de la Sorbonne. Alors, malgré plusieurs tentatives et démarches, ça brise un peu le cœur de lire tous les courriers qu'il envoie pour essayer de reconduire son cours. Toutes ces tentatives sont vaines et il dut finalement renoncer à cet enseignement auquel il était profondément attaché. Selon le témoignage de sa fille, la guerre franco-prussienne, franco-allemande, joua également un rôle dans cette décision. C'est en 1888, 2 ans avant sa retraite de la magistrature, que Menand fut élu membre libre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ce fut, comme le souligne son ami le duc de la Trémoïlle, le couronnement de sa carrière de savant, une des grandes joies de sa vie. C'est à cette époque qu'il va entreprendre une collaboration avec Maspero, ses études sur les inscriptions et ses études sur les inscriptions hittites.
à cette époque que Menand publiera pas moins de 4 œuvres sur le sujet en moins de 5 ans. Études rhétéennes, Rhétéen, Histoire d'un empire oublié, quelques figures rhétéennes en bronze et éléments du syllabaire rhétéen. En 1890, alors qu'il est à peine retraité, Menand s'établit tout de suite à Paris, désireux de se rapprocher du centre de ses études et de maintenir des liens étroits avec la communauté savante. Hélas, il tombe rapidement malade et dut se résigner à une vie sédentaire. Il ne sort plus que pour se rendre à l'Institut de France, enveloppé dans de longues fourrures, comme le précise sa fille, et il s'éteignit à Paris, dans le 6e arrondissement, le 28 août 1899, à l'âge de 79 ans. Et ce sera ma dernière citation de son ami, le duc de la Trémoïlle. Il ne s'agissait plus pour lui de remuer la poussière des siècles, mais de songer au maître qui les domine de toute la hauteur de son éternité. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux le personnage de Joachim Menand, je vais expliciter son lien avec Jules Aubert. La date précise de la rencontre entre Joachim Menand et Jules Aubert demeure incertaine. Toutefois, la correspondance échangée entre les deux savants ainsi que la biographie rédigée par Delphine Menand indique qu'ils ont commencé à se fréquenter au cours de la décennie 1850. Encouragé par Saucy et Lomperrier à poursuivre ses travaux, et déjà en relation avec Félix Lajard depuis un moment, Menand fut présenté à Jules Maule, qui l'accueillit avec beaucoup de bienveillance et lui permit de faire la connaissance de Jules Aubert. Il est important de souligner que jusqu'en 1867, Aubert et Menand sont les seuls, et j'allais dire principaux, mais seuls promoteurs des études assyriennes en France, avant que François Lenormand ne se joigne à eux. Au début, comme je vous l'ai dit, Menand il se contente de présenter et de commenter les travaux de Jules Aubert et d'autres, mais à partir de 1860, une véritable collaboration s'instaure entre eux et donne naissance à 2 ouvrages majeurs, La Grande Inscription du Palais de Khorsabad, qui fera l'objet de 2 rééditions, et Documents juridiques de la Syrie et la Chaldée. Alors, ce dernier ouvrage, c'est 71 textes, principalement des contrats, qui consacrent les intérêts privés des sujets du prince, et dont Menand avait déchiffré les noms à partir de copies de murs du palais. L'ouvrage propose des traductions accompagnées d'une analyse philologique et juridique approfondie. Alors, j'aimerais vous dire que c'est important, c'est une erreur de penser que Menand s'est simplement contenté d'appliquer une méthode juridique à l'analyse des textes antiques. C'est un épigraphiste, un lexicographe et un philologue attesté. Il mettait également à profit ses talents de dessinateur, souvenez-vous, le vieux Cherbourg, pour illustrer ses ouvrages. Et maintenant, il est passé à les cylindres chaldéens. Et notamment, il illustrera quelques ouvrages de Jules Aubert. En 1868, Aubert et Menand enseignent tous les deux. Menand propose un cycle de cours libres sur l'épigraphie assyrienne, tandis qu'Aubert donne un cours élémentaire de sanskrit. Excusez-moi, je vais vous montrer les affiches que vous pouvez voir ici. Leur collaboration, elle ne se limite pas à la recherche ou à l'enseignement, parce que quand les deux enseignent, les deux correspondent beaucoup sur leur enseignement. Ils partagent aussi des positions scientifiques. Par exemple, dans sa grammaire de 1868, Aubert transcrit l'assyrien en hébreu pour souligner le caractère sémitique de la langue. Menand, en accord avec lui, publia une grammaire la même année où le cunéiforme était transcrit en hébreu carré, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Et d'ailleurs, lors de la polémique qui a été évoquée de nombreuses fois depuis ce matin sur le caractère sémitique de l'assyrien, qui opposa Ernest Renan à Aubert dès 1855, Menand prit publiquement la défense d'Aubert, estimant que les critiques de Renan manquaient de fondement. Vous pouvez voir la citation sur la diapositive. Toutefois, des documents inédits conservés à l'Institut de France semblent montrer un autre aspect de cette collaboration. En effet, si vous avez fait le calcul, il y a une période de 15 ans entre la publication de la Grande Inscription de Khorsabad et celle des documents juridiques. Alors ça peut paraître surprenant, mais la correspondance privée de Menand montre qu'en fait, à partir de 1866, Aubert et lui-même s'engagent dans la préparation d'un ouvrage consacré au règne de Sargon. Alors, ce projet devait être publié par la maison d'édition Gide, mais Casimir Gide meurt et le projet revient à Laure et Berthe Gide, sa femme et sa fille. Pendant 3 ans,
Opère et Menand, c'est très croustillant, hein, je vous laisse lire. Pendant 3 ans, Opère et Menand travaillent de concert et ils reprennent notamment des éléments de la fameuse inscription royale de Sargon. Mais alors que le projet avance, un événement vient bouleverser cette dynamique. Opère, sans en informer ni son éditeur ni son collaborateur, transmet à Victor Place, diplomate et archéologue français, des traductions inédites qui étaient destinées à la monographie commune. Catastrophe. Monsieur Place s'empresse de publier ces traductions, privant ainsi la Maison Gide et Joachim Menand de l'exclusivité de ces documents. Laure et Berthe Gide, qui avaient déjà investi des fonds dans le projet, se sentent flouées. Elles tentent d'obtenir des explications d'Opère, mais ce dernier, vous n'allez pas être surpris, lors d'un entretien houleux, claque la porte et rompt toute collaboration avec elles, les traitant de folles au passage. Face à cette situation, les deux éditrices décident de contacter Menand et elles lui transmettent une série de lettres copiées d'Opère sur plusieurs mois, où ce dernier se présente comme l'unique auteur réel du projet et l'informe de la réalité des agissements de ce dernier. Menand, à son tour, va adresser une lettre de reproche à Opère, l'interpellant à la fois sur sa collaboration secrète avec Place et sur le conflit avec la Maison Gide. S'ensuit une vive dispute par courrier, on a toutes les lettres, entre les deux savants, au cours de laquelle Opère affirme que Menand n'a aucun droit sur le projet. Opère finira par poser un ultimatum, c'est le mot qu'il utilise, à Menand dans les termes suivants. Maintenant, je vous pose mon ultimatum. Voulez-vous, oui ou non, faire l'œuvre de Sargon avec moi ? Je serai très heureux de la publier avec vous, mais en faisant la part exacte de ce qui appartient à chacun. Je réclamerai comme condition sine qua non, c'est souligné dans la lettre, la propriété de la transcription et de la traduction. Si vous ne voulez pas, je le ferai seul ou avec la collaboration qui vous a été signalée et que vous ne nommez pas Victor Place. Ultimatum auquel Menand répondra, et c'est la dernière lettre attestée de Menand à Opère, que nous ayons en tout cas. Je réponds seulement à la partie de votre lettre dans laquelle vous posez votre ultimatum. Voici maintenant ma réponse. Oui, je veux faire avec vous l'œuvre de Sargon. Toutefois, on sait que cette collaboration n'aura jamais lieu. Cette affaire, Menand l'évoquera avec la discrétion qui le caractérise dans ses Annales des rois d'Assyrie. Encore une fois, merci beaucoup Dominique Charpin de m'avoir envoyé cet extrait. En 1874, où l'on apprend qu'Opère a en réalité fini par collaborer entièrement avec Victor Place pour la traduction des inscriptions de Sargon. Menand évoquera, en toute discrétion encore une fois, des difficultés matérielles. Des témoignages ultérieurs, envoyés à Menand, comme celui de Gaston Maspero, en 1888, évoquent la succession d'Arthur Amyot à la section des sciences historiques et philologiques de l'école pratique. Alors, il y a beaucoup d'assyriologues qui vont écrire à Menand pour évoquer les frasques d'Opère à Paris. Cela laisse supposer une rupture amicale entre les deux hommes, même après leur dernière collaboration de 1878. Enfin, c'est le dernier point avant ma conclusion. La correspondance de Menand révèle qu'il entretenait des liens avec de nombreuses personnalités du XIXe siècle, telles qu'Adolphe Thiers, Alexis de Tocqueville, Georges Sand, Édouard Lefebvre de La Boulée, Émile Littré, etc. J'en passe. Il envoyait régulièrement ses ouvrages, mais aussi ceux de ses collègues, afin de diffuser l'assyriologie au-delà du cercle restreint auquel elle appartenait. Cela donne des courriers absolument captivants, où les plus grandes personnalités de l'époque expriment leur opinion sur la discipline. Alors, à gauche, vous avez une lettre d'Adolphe Thiers que je vais passer, mais je veux surtout vous lire un extrait de celle de droite, qui est d'Alexis de Tocqueville, qui dit « J'ai étudié autrefois, dans un but que j'ai cessé depuis de poursuivre, la législation primitive. J'approuve beaucoup la pensée que vous avez de faire un travail analogue sur l'état de la famille et sur les lois qui l'ont régi parmi les peuples de l'Antique Orient. C'est de la famille que sortent toutes les sociétés humaines dans leur infinie variété. Il est devenu tout à la fois utile et connu d'obtenir un renseignement si nécessaire sur cette antiquité qui, comme vous le dites, je crois, dans un autre ouvrage, était déjà grande et vieille quand ce que nous avons appelé si longtemps antiquité ne faisait que de naître ou n'était pas né. » Pour conclure, je dirais qu'en tant que magistrat, Menand avait une connaissance approfondie du droit qu'il a appliquée à ses recherches assyriologiques. Cela fait probablement de lui le premier historien du droit du Proche-Orient ancien. Discipline rare, qui est aujourd'hui principalement incarnée en France par Sophie Desmarre-Lafont et par son directeur de thèse disparu, Guillaume Kardashian. Menand a
à interpréter les sources cunéiformes avec une rigueur propre aux sciences juridiques, ce qui a permis une meilleure compréhension du témoignage d'une organisation judiciaire et juridique très avancée. Parce qu'il était magistrat et qu'il ne vivait pas à Paris, on supputait régulièrement l'amateurisme de Ménan. J'ose espérer que cette communication, ainsi que les travaux de Dominique Charpin avant cela, contribueront à rétablir la vérité sur Joachim Ménan, un assyriologue à part entière. Et j'aimerais finir sur les mots assez touchants de Delphine Ménan à propos de son père. « Mon père n'était ni snob ni bourgeois. Il avait horreur de ces deux manières d'être. Doux, pacifique, il aimait les humbles et les laborieux. Quant aux choses de la vie, il les envisageait sous leur véritable jour, ne demandant pas aux hommes plus qu'ils ne peuvent donner en affection, en fidélité et en dévouement, s'efforçant d'accoutumer son âme à souffrir ce qu'ils font, plutôt qu'à chercher à les réformer ou les dominer. » Je vous remercie pour votre attention.